Je crois que c'est ces deux messieurs, et puis après, mais si vous souhaitez au contraire introduire les débats, c'est très volontiers, parce qu'apparemment ils ont un petit jeu de rôle qu'ils vont nous soumettre. Voilà, donc on vous écoute. C'est quand même bien vous quand même qui commencez, donc il n'y a pas de souci. Bon, alors avec plaisir. Voilà, au moins c'est très parlant. Donc la ville a eu l'opportunité d'acquérir les casernes de la Belle de Mai, qui sont la poche blanche à l'intérieur de la grande tache verte. Et donc on voit bien qu'on a la gare métropolitaine, qu'on a cette opportunité-là, qu'on a des grands éléments qui sont très significatifs dans cet immense quartier que sont ici la friche, le pôle média, la Belle de Mai, enfin je cherche le mot ce matin, je l'ai dit, et puis là ça ne me revient pas, mais bon, c'est pas grave. Et donc le maire a souhaité qu'on réfléchisse à l'échelle d'un périmètre beaucoup plus large, à l'échelle de ces 140 hectares, en prenant également de part et d'autre des voies SNCF qui aujourd'hui constituent une barrière urbaine. On est également sur une petite partie en superposition du périmètre d'Euroméditerranée. Et donc la gare Saint-Charles est dans le périmètre également d'Euroméditerranée, a été complètement réaménagée, a été raccrochée au centre-ville avec justement des aménités urbaines qui ont été aménagées tout autour de la porte d'Aix, l'autoroute qui a reculé, le campus universitaire, la création du parc urbain. Et donc, c'était l'opportunité de réfléchir à l'échelle de ces 140 hectares sur un quartier qui est quand même très paupérisé, mais avec un tissu associatif, une appartenance à la vie du quartier, une identité de ce quartier de la Belle de Mai qui est très forte. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut raccrocher tous ces morceaux du Pulse pour en faire une histoire et une histoire urbaine. Et donc on a lancé une consultation à l'échelle de ces 140 hectares pour justement avoir vraiment une opération de reconstitution de la ville, de redynamisation, d'accrochage de ces petits morceaux ou de ces petits îlots les uns avec les autres. Et évidemment, le pivot de la gare que l'on souhaite à 360 degrés, mais là je pense que vous allez mieux l'expliquer que moi, est forcément essentiel pour que cette gare, cet objet urbain, cet objet de la mobilité puisse répondre à tous les quartiers, qu'ils soient au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et donc qu'on puisse aussi, pour les usagers, avoir des cheminements piétons beaucoup plus naturels plutôt que le franchissement un peu... par un tunnel un peu désagréable de ces voies. Donc je pense que l'exemplarité de cette opération a été quand même le travail avec les habitants, les institutionnels, le tissu associatif, puisque en amont, on donc les a rencontrés. La grève devrait prendre, c'est ça que vous nous dites. Mais exactement, c'est il y a une vraie concertation. Participatif, c'est pas une concertation, c'est un voilà, travail participatif. On a fait travailler les gens autour de table sur la base de questionnaires, d'attentes, et donc on a construit ensemble le cahier des charges. Et donc c'était une première à Marseille, c'est globalement une première dans la façon de conceptualiser les projets. Et on a eu une réunion publique avant-hier sur l'état d'avancement, puisqu'il y a beaucoup d'attentes. La ville a acquis le jardin Leva. Il y a une grosse attente en matière de mobilité, en matière d'école et en matière d'espace vert, espace public. Donc la première opération très significative, c'est l'acquisition du jardin Leva pour en faire un espace ouvert, également un espace événementiel et artistique. Donc c'est le premier signe significatif d'un grand aménagement qui va suivre. Et donc l'équipe lauréate Guller TVK, avec associés à des paysagistes, des sociologues. Et tout ce travail est mené de concert en dialogue permanent avec la population et le tissu associatif. Et donc ça correspond parfaitement à ce que nous a dit Martin Vanier tout à l'heure à la table ronde précédente, vous nous faites pas une gare, vous nous faites un pôle d'échange, vous nous faites une ville dans la ville en quelque sorte, mais qui avait une fonction peut-être bien particulière. Un objet qui fonctionne avec son environnement. Un objet qui fonctionne avec son environnement. Messieurs, c'est à vous. Merci. Donc,
le jeu que vous verrez tout à l'heure, le ping-pong qu'on se fait, c'est de fait exemplaire pour le besoin de converger. Donc on a SNCF, une très grosse machine, j'ose dire, avec une puissance formidable et aussi avec une capacité, je dirais, d'inventer des produits nouveaux et innovateurs, et en même temps en face une ville, un quartier arrière de gare. Le ventre, c'était pas le ventre de Marseille, mais peut-être un peu d'intestin. Voilà, voyons comment on digère ça. Donc, comment est-ce qu'on s'approche une vision SNCF, une vision ville dont je suis le porte-parole cet après-midi. Comment est-ce qu'on converge et qu'est-ce que ça exige ensuite disons, d'un portage politique, d'un portage collectif pour aboutir à des vrais arbitrages partagés dans les années qui viennent. Donc, commençons. Oui, en fait, on ne va pas vous parler beaucoup de gares, en fait. On va plutôt vous parler d'une démarche. Et on a souhaité justement vous montrer la frise chronologique du projet, puisqu'en fait, je dirais, le projet a émergé avant même 2003, mais disons qu'une première formalisation du projet, c'était 2003-2005, avec des études préalables au débat public. Pourquoi je vous montre cette frise? Pour vous dire que, évidemment, c'est une échelle de temps extrêmement longue, tout à fait d'ailleurs compatible avec l'échelle de temps des projets d'aménagement. Et vous verrez qu'il nous est difficile de vous présenter un projet formalisé au stade actuel. Le stade actuel, c'est le rectangle rouge là, de la phase 2, vous voyez, 2009-2018. Nous en sommes donc à 2017. On vient d'obtenir une décision ministérielle extrêmement importante, structurante, qui nous permet de préciser le projet donc, de gare souterraine. Mais vous voyez que nous avons encore pas mal d'étapes à franchir, et surtout que nous engagerions des travaux à partir de 2023 pour un projet qui serait réalisé à une échéance de 2030. Donc j'insiste là-dessus, on ne vous présente pas forcément une gare, on va vous présenter une démarche, puisque l'idée c'est effectivement, comme il a été dit, de réaliser une gare capable. Donc ça veut dire que la gare, elle va, ou cette démarche, elle va évoluer au fur et à mesure du temps. Absolument. Vous n'avez pas, le dessin n'est pas terminé en quelque sorte. Voilà, alors je vais quand même rassurer, parce qu'on nous écoute, on a quand même un projet d'infrastructure qui se précise, hein, c'est important. Je parlais de la décision ministérielle d'avril 2017. C'est important puisque c'est à partir, je dirais, de cette infrastructure souterraine, une gare 400 mètres de long, 50 mètres de large, 4 voies à quai, enfin bon. Mais c'est, je dirais, une démarche, effectivement, de gare capable. Comme il a été dit, et depuis ce matin, c'était très intéressant d'observer que personne n'a cité je dirais, un lieu, un espace figé. Très clairement, ici, nous sommes dans une démarche pour cette capacité d'un lieu. Ce serait fou d'imaginer qu'aujourd'hui, on est capable de définir les fonctionnalités qui seront réalisées dans 30 ans. Oui. Voilà. Donc, la démarche, c'est surtout, et avec la ville, je crois que, même si c'est du ping-pong, je crois qu'on converge assez pour se donner les moyens d'offrir à cette échéance un site, une plateforme de service compatible avec toutes les évolutions comportementales qu'on a vues ce matin. Hein, on est bien, je crois que c'est important de resituer. Et d'ailleurs, je crois que si on appuie sur la raquette, voilà, on voit qu'effectivement la ville, comme l'a dit Laure Agnès, la ville s'est beaucoup impliquée à partir de 2014, bien avant bien sûr, mais à partir de 2014, puisque le projet de gare devenait plus certain, et donc la démarche urbaine a pu aussi se construire. D'ailleurs, je remercie la ville, puisque nous avons pu partager et travailler sur le cahier des charges de la consultation du projet urbain, et inversement, nous sommes dans une démarche là aussi assez contributive du projet urbain pour la gare. Et donc, c'est ce qu'on va vous montrer maintenant sur quelques images. Alors, là aussi, mais très vite, c'est pour rappeler qu'en 2003, on avait une volonté, ça me permet peut-être de parler un peu programme ferroviaire. Nous sommes sur une gare actuellement qui accueille 13 millions de voyageurs par an.
il y a une perspective de projet entre 2045 et 2050 de doubler ces flux. Nous serions à 26 millions de voyageurs par an. C'est 400 mouvements de train par jour. Et donc, on n'imagine pas, dans l'état actuel de la situation, avec les contraintes d'exploitation d'un réseau un peu vieillissant, on n'imagine pas pouvoir, dans les mêmes conditions, exploiter cette évolution de flux. D'où, effectivement, l'idée de proposer une infrastructure nouvelle. J'insiste peut-être là-dessus, une infrastructure nouvelle qui va nous permettre aussi de faire évoluer l'infrastructure existante. Ça, c'est important. Voilà, donc c'était juste pour vous préciser qu'effectivement, dès 2003, nous avions déjà bien conscience qu'il fallait faire évoluer le site de la gare. Donc on entre en 2014 avec le dialogue compétitif sur le projet quartier libre. Le point de départ pour nous, c'est l'image à droite. Donc on était conscient qu'il y aurait certainement un jour une gare souterraine, un doublement de la capacité de la gare, et bien évidemment derrière, tout un tas de choses qui viennent avec, des transports collectifs urbains renforcés pour gérer les flux, mais y compris des espaces publics autour pour gérer les flux piétons qui vont sortir de la gare, qui vont multiplier. Je prends l'exemple de Zurich, on a une multiplication des vélos qui arrivent à la gare chaque année, on a l'impression qu'il y a 2 fois de plus, donc il faut se préparer à ces quantités de flux qui arrivent. Et donc c'était le point de départ, et j'ose dire c'est un gros morceau de foie gras qu'on doit avaler en ville. Donc est-ce qu'on réussit à digérer? Et on a changé l'orientation de la question, on a inverti, on a dit c'est pas une question de est-ce qu'on réussit à digérer, mais c'est l'opportunité du 21e siècle pour Marseille, pour les quartiers alentours de la gare, pour se booster soi-même, mais aussi pour booster la gare. C'est pas un projet d'une gare d'aujourd'hui avec une gare souterraine qui rajoute un peu de puissance à la gare, mais c'est complètement remanier la gare existante pour que ça devienne non plus une gare et pas seulement un pôle d'échange multimodal ou métropolitain, mais que ça devienne un lieu métropolitain, un bout de ville. Et dans ce bout de ville, il y a une véritable gare. Donc l'image ici projetée, c'est l'ambition du projet quartier libre pour cette gare métropolitaine. Certes, elle doit évoluer. Il y a encore des éléments dedans qui ne tiennent pas compte de la gare telle qu'elle est aujourd'hui décidée. Mais en tout cas, vous voyez apparaître un certain nombre d'éléments qui sont importants pour des questions qui ont été soulevées. Donc l'imaginaire de cette gare, qu'est-ce que c'est demain? J'ose dire, moi je suis arrivé la première fois à Marseille il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi à peu près. Je suis sorti de la gare, je suis arrivé sur le balcon de la gare et je me suis dit, voilà, je suis arrivé chez moi. J'ai été très à l'aise et on a fait rentrer ça dans le projet. On a dit, bon, on a la situation formidable. Ici, on est sur un plateau ferroviaire qui surplombe la ville et on a cette capacité de balcon, de promontoire sur la ville tout autour. Donc ça, c'est l'imaginaire de la gare de demain. C'est le balcon de la gare que vous voyez affiché en disant en rouge-violet tout autour de la gare. Et tout autour de la gare, tu as repris une parole qui est clé pour le projet, qui est clé qu'on partage, la gare à 360 degrés. Si aujourd'hui la gare elle est seulement orientée vers le Vieux-Port, ben demain elle est orientée dans toutes les directions. On parle de quadrilatère de fonctionnalité pour les questions du fonctionnement de la gare. C'est une question d'ouverture généreuse vers les quartiers voisins qui vont aussi amener des gens, mais c'est aussi une question d'ouverture de la gare vers des nouveaux axes de transport collectif urbain. Si on imagine que sur le boulevard national, à terme, il y a un transport collectif lourd, un tramway ou un métro qui passe peut-être à l'arrière de la gare, mais qui relie cet espace à Euromède et au centre-ville, ben, il y a beaucoup de monde qui va arriver de ce côté-là à la gare, et donc il faut les accueillir dans les bonnes conditions. Et les bonnes conditions, c'est pas seulement qu'ils puissent passer et puis qu'ils puissent encore acheter un sandwich, mais c'est la générosité. C'est la générosité, c'est un accueil qui soit vraiment accueillant. Donc le projet met en avant cette manière de laquelle on peut digérer
cette grosse machine, plus en faire quelque chose de très intéressant, de très moteur pour les quartiers. Oui, cette petite vue pour préciser que pour aboutir à la décision ministérielle d'avril, nous avons évidemment engagé beaucoup d'études, et des études notamment sur la faisabilité, l'insertion d'une gare de cette importance avec les voies sous le tissu urbain, et comment on pouvait traverser le promontoire du plateau Saint-Charles. Vous voyez ici, sont dessinés 2 projets, ce n'est pas l'ensemble du projet qui est exprimé là, ce sont 2 projets différents qui montraient l'alternative de l'implantation de cette gare sous Saint-Charles. Vous avez une gare souterraine plus au sud, très proche du bâtiment historique, et une gare souterraine, je dirais, plus au-dessus du boulevard national, qui a été finalement retenue pour différents critères. Le premier critère, c'est sa faisabilité, puisque c'est une gare qui serait implantée sur du foncier, principalement sur du foncier ferroviaire, qui nous permettrait surtout de l'édifier à partir de la surface, ce qui permet de réduire les aléas techniques et humains, et puis qui permet aussi de réduire le coût. Et ce qu'on peut aussi souligner, c'est que cette solution était quand même à privilégier pour ouvrir la gare donc, sur la ville, et ce qui n'est pas le cas de la précédente, puisque la solution qui a été rejetée venait renforcer la concentration des flux. Il faut savoir qu'actuellement, les voyageurs qui arrivent en gare en train, il y a environ 56% de ces voyageurs qui empruntent, qui s'engouffrent dans le métro. Donc vous voyez qu'il y a environ 15% qui empruntent le bus, et puis le reste, c'est les modes doux et surtout beaucoup de modes actifs, puisque c'est une gare qui est extrêmement utilisée par les piétons. Et donc les piétons s'égaillent dans la ville à partir du train. Il nous a semblé qu'effectivement, au-delà des contraintes techniques que j'ai évoquées, il nous a semblé aussi important de pouvoir déconcentrer en fait, l'animation et la répartition des flux sur l'ensemble du plateau. D'où effectivement une proposition que nous avons faite de faire évoluer l'assiette, je dirais, d'intéressement de ces flux qui sont très importants vers le boulevard national. Voilà. Donc ça explique aussi, alors ce n'est pas le seul critère, mais ça explique aussi pourquoi ce choix a été fait. Et comme le disait Michael, c'est aussi en anticipant, et ça c'est un sujet important, c'est aussi en anticipant l'évolution de ce service intermodal. Au-delà d'une gare souterraine, ce qui est important aussi pour nous, sur ce périmètre fonctionnel un peu industriel, c'est aussi d'être plus efficace. Alors je sais que quand j'utilise le terme efficacité, ça fait un peu bondir, mais c'est vrai que pour le voyageur qui utilise la gare tous les jours, c'est important aussi qu'il ait un service de qualité, performant comme je le disais, mais aussi qu'il soit beaucoup plus lisible. Et donc, le choix qui a été fait ici nous permet effectivement, à terme, d'offrir plus de lisibilité au site. De fait, je dois dire, Roland, ça c'est une de mes images préférées de vos documents, puisque déjà rien que de voir que la gare, donc le rouge de la gare, à 360 degrés, il est vraiment de chaque côté. La gare, il est au nord, il est aussi au sud. Même si on comprend que la gare future, la gare souterraine, elle sera au sud, plutôt, mais il y a aussi du rouge au nord. Donc de comprendre que de fait, l'ensemble de l'emprise de la gare joue sur toutes ces façades. Pour moi, cette image, elle est très parlante, et j'espère que l'on va arriver à construire ça ensemble. Et en plus, en profondeur, comme vous l'avez dessiné dans ce schéma avec les espaces publics, en profondeur dans les quartiers avec lesquels vous vous accrochez au transport collectif un peu plus loin dans les quartiers. Et donc, le choix a été fait à un certain moment, oui, pour cette variante souterraine. Vous avez commencé, en lien avec la consultation publique, de concrétiser ce que ça pourrait donner comme émergence, comme organisation de la gare, comme accroche à la ville,
Donc notamment, on voit que vous avez déjà inclus sur le boulevard National à l'époque, sans en savoir trop, un tramway qui longe ensuite boulevard Flammarion pour revenir. Donc c'est des éléments que dans la réflexion SNCF ont été mis en avant, qu'on avait, nous aussi, dans le cadre du projet Quartier Libre, on avait donné une importance majeure pour restructurer l'accès du quartier. Et bien évidemment, la première tâche de notre projet, c'était le quartier, mais aussi pour désenclaver, décompresser cette gare pour assurer son fonctionnement, non pas d'aujourd'hui et non pas de 2030, mais de 2060 ou 2070. Donc vraiment à une longue échéance de comprendre, si on investit aujourd'hui, ben, comment est-ce qu'on fait pour que ça puisse perdurer au moins 50 ans. Ce que montre aussi cette image, c'est la volonté d'ouvrir la gare sur la ville et de faire tomber un peu les remparts, parce qu'on soulignait que évidemment Saint-Charles, c'est sur un éperon rocheux extrêmement proche du centre-ville, d'où l'intérêt de la situation. Mais quelque part, c'est un site un peu imprenable quand vous venez, je dirais, de la Canebière. Ce que nous cherchons aussi dans cette approche un peu globale, en lien avec le projet urbain, c'est effectivement de donner de la perméabilité avec le tissu, rendre plus poreuse en fait cette infrastructure, nord-sud notamment. Et effectivement, ce que vous voyez sur cette image, c'est des données de programme, c'est-à-dire qu'il est important qu'à partir de la gare souterraine, nous puissions correspondre avec le plan de voie existant donc, qui est en surface. Et donc, par tout un système circulatoire, nous amenons en fait les voyageurs qui veulent correspondre notamment sur les trains du quotidien qui resteraient en surface dans cette hypothèse, par un passage souterrain. En fait, ils accéderaient à ces quais par un passage souterrain qui pourrait aussi déboucher rue Honorat. La rue Honorat, c'est la rue au nord du plan de voie. Donc c'est aussi dans cette démarche accompagner, je dirais, la volonté urbaine de donner plus d'accès, notamment au quartier Belle de Mai, vers le centre-ville au travers de la gare. Il faut savoir que d'ores et déjà, la gare de Marseille-Saint-Charles accueille environ 15% des flux globaux qui sont en fait des piétons, qui ne sont pas des voyageurs. Hein. On peut supposer qu'effectivement, en augmentant la porosité de cette infrastructure, ce sera un lieu de plus de passage, mais d'attractivité, d'où l'intérêt aussi de la programmation des services. Ça rejoint les discussions qu'on avait ce matin sur qu'est-ce que c'est que la gare, en fait, hein, gare du futur. Et voilà, donc vous êtes en train de concrétiser la gare, les éléments principaux qui constituent le système de la gare de l'avenir, qui sont affichés ici d'une manière, conceptuelle. Il faut voir maintenant comment chacun de ces éléments s'articule pour à l'avenir s'intégrer dans le contexte urbain, jouer son rôle à l'échelle urbaine et non pas seulement à l'échelle du pôle d'échange. Alors, il y a encore beaucoup de questions qui sont en suspens. Donc, quand on dessine ce type de gare, ça suppose aussi que nous ayons une grande réflexion sur les circulations, l'accessibilité de cette gare, puisque évidemment, quand je disais à échéance de 2040-2050, on va doubler les flux. Bon, certes, j'ai entendu que la voiture serait différente, mais si elle est autonome, elle risque quand même d'être assez présente. Donc, il me semble important aussi que dans cette démarche de projet, nous ayons une réflexion assez en amont sur comment on accède à ce site, ce qui est vrai d'ailleurs à la fois pour la gare et puis évidemment pour le nouveau quartier Belle de Mai restructuré. Donc ici, vous avez une simple schématisation. En haut, vous avez le schéma d'organisation et la correspondance avec le métro du plan de surface. Et puis vous avez l'implantation sur le dessin du dessous, l'implantation de la gare souterraine. Je vous dis 25 mètres de profondeur, avec un système circulatoire qui sera souterrain. Mais là, il y a un travail évidemment fin à réaliser pour rendre ces espaces, certes souterrains, mais quand même agréables. Et vous voyez surtout que cette gare souterraine, cette infrastructure sera évidemment connectée avec la rue, avec la ville, mais aussi directement avec le métro. Et ça, c'est un élément important, puisque, bon, je ne vais pas faire tout le programme du projet, mais il faut savoir aussi que la RTM
a prévu, anticipant ce projet, a prévu début des années 2020 de restructurer la station de métro, la rendre automatique et augmenter, je dirais, la capacité d'accueil des quais. Voilà. Donc ces projets-là, évidemment, sont compatibles et intègrent en fait ces évolutions. Et donc ça, c'est peut-être les seuls éléments qui sont affichés là, c'est les seuls qu'on n'attaque pas, qu'on ne challenge pas, où on dit, ben voilà, c'est le basique, ça pour nous c'est de l'acquis. Après, tu le fais bouger, on accepte, mais en tout cas, ça c'est pour nous c'est un entrant intangible. Par contre, un peu tout le reste, voilà, tout ce qui est en surface, tout ce qui est à côté de la ville, là on travaille ensemble. Donc là, il y a des questions qui se posent et on y revient tout à l'heure, mais donc c'est en tout cas pas le projet dans son ensemble qui est ni gravé dans le marbre, ça c'est clair, ni que c'est figé, mais c'est là où la ville, la métropole ont maintenant le temps et j'espère aussi la capacité de s'impliquer, d'être force de proposition, de mettre en avant leurs souhaits, la manière de laquelle ils imaginent qu'il faudrait faire évoluer ce système gare vers l'avenir pour que ça devienne véritablement un bout de ville avec une offre mobilité dedans du premier ordre dans la métropole. Il faut peut-être dire, parce qu'on ne l'a pas déjà dit, qu'effectivement, pour construire une gare de cette importance, ça nécessite une occupation de l'ensemble des terrains ferroviaires qui sont occupés actuellement. Donc il y a en parallèle de ce projet toute une démarche de relogement des services SNCF, mais également des fonctionnalités ferroviaires. Et c'est cet ensemble qui permet de réaliser les travaux de cette gare souterraine et d'accueillir les installations de chantier. Et c'est dans ce sens, après reconstitution des fonctionnalités, qu'on pourra, évidemment, avec la ville, envisager un projet de valorisation immobilière, de requalification qui accompagnera tout à fait la démarche du quartier libre. Donc si aujourd'hui, il y a plein d'études qui sont en cours, par exemple, ce qui a déjà été mentionné dans cette question d'un transport collectif lourd entre l'hypercentre et le nord et Euroméditerranée, sur cette arrière de la gare, l'ancienne arrière de la gare. Ça, c'est bien évidemment la métropole, la ville qui gère ces études. En même temps, les réflexions que vous portez, tu viens de le mentionner, donc toutes les questions de relogement de l'immobilier de SNCF pour pouvoir organiser les chantiers dont vous voyez une image en haut à droite, donc ça prend vraiment la moitié de la surface du plateau ferroviaire qui en est impacté. Donc c'est un gros truc qui va sortir, qui sera là pendant 8 ans, y compris avec cela, la ville doit trouver une solution pour vivre avec pendant très longtemps, avec tous les effets que ça produit sur les réseaux urbains, sur la vie dans les quartiers voisins. Donc ça c'est tout, disons, le travail technique en cours pour enrichir et concrétiser un certain nombre de choses qui permettront de faire les choix à l'avenir sur la configuration définitive de la gare et la manière de laquelle on organise sa mise en place. Ces documents-là, évidemment, on vous les présente, ils ne sont absolument pas définitifs. Hein. Ce sont des images un peu du passé, puisque tout le projet évolue encore. Néanmoins, effectivement, comme le dit Michael, ça fait partie des données à intégrer pour pouvoir formaliser un projet plus spécifique. Je rappelle que notre objectif est effectivement d'aborder un dossier d'enquête publique en 2019-2020, donc ce qui veut dire qu'il va nous falloir préciser ces choses-là dans les prochains mois, ensemble. Voilà, et jusque-là, je pense qu'on est très convergents, mais on n'y est pas encore jusqu'au bout. Tant qu'il y a des questions qui exigent qu'on continue à travailler ensemble, et c'est pour ça qu'il faut que côté ville, métropole, on soit aussi force de proposition. On a 3 exemples à vous montrer. Donc la question, disons, de la configuration de la gare de l'avenir et notamment le passage inférieur que tu as mentionné qui doit donner accès au quai en surface depuis la gare souterraine qui ne se situe pas dans la gare existante. Mais qui se situe à l'arrière des quais existants. Donc ça, c'est
Un sujet qui nous intéresse fortement, qu'on avait mis en avant dans le projet aussi, mais plutôt depuis le boulevard national, vous avez une autre position en tête. Donc il se pose la question de l'où, de quelle position pour ce passage inférieur, mais ça c'est la plus petite question qui se pose, puisque ce qui sera plus important, c'est de comprendre quel est le rôle de ce lien. Est-ce que c'est un espace sécurisé? Donc si vous voulez entrer, il vous faut un ticket de train. Et nous, on n'est pas d'accord. La ville, elle ne peut pas être d'accord avec cela, puisque si on a un passage inférieur dans les bonnes conditions, il faut qu'il soit ouvert pour la ville, pour les habitants des quartiers, pour aller d'un quartier nord vers un quartier au sud de la gare. Moi, heureusement, je viens de Zurich, donc on vient de construire une gare souterraine. Les passages inférieurs, ils sont dimensionnés de 20-25 mètres de large, pour permettre autant l'accès au quai en haut et en bas, et en même temps donner un lien entre les quartiers généreux, très ouverts, très confortables, et commercialisé. Donc je pensais, y compris un intérêt SNCF, de commercialiser un tel passage et d'amener un maximum de gens dedans. Donc après, on peut imaginer qu'il y ait quelque part un petit endroit clôturé, donc sécurisé, pour les quelques quais qui ont besoin d'un accès sécurisé, mais d'avoir un passage inférieur ouvert. Si on constate ensemble que si on partage cet avis, cette ambition, après il faut se poser la question de qui est-ce qui exploite, qui est-ce qui finance, etc. Mais ça, on laisse résoudre d'autres gens que nous-mêmes. Voilà, donc ça c'est des questions qui se posent et où il faut ensemble travailler vers des vraies possibilités d'arbitrage pour tous les partenaires impliqués dans ce projet. Des questions pareilles sur l'organisation des accès à la gare, l'organisation des accès, toutes les questions de stationnement qui viennent avec, où est-ce qu'on positionne le stationnement, etc. Là aujourd'hui, on n'a pas les solutions, on connaît les besoins, on a des idées de comment on veut organiser les réseaux. L'AGOM, avec le travail sur le centre-ville, vous fournissez des éléments très importants pour ces arbitrages et donc mener ça à une maturité pour avoir la possibilité de produire les vrais choix nécessaires. Ou bien après, l'imaginaire, voilà l'image de ma première arrivée. Est-ce qu'on réussira à faire quelque chose à 360 degrés autour de la gare? Et si on réussit, quelle largeur, quelle générosité, quel aménagement, quel rôle dans la ville, etc. Ça, c'est tous des éléments à développer dans les mois et dans l'année qui vient. Oui, c'est ça. Il faut se dire que l'année qui vient est absolument déterminante sur la conception du projet, puisque je parlais de dossier d'enquête publique. Dossier d'enquête publique intègre des études d'impact, et y compris d'ailleurs des études foncières, de circulation. Tous ces éléments-là, ce sont des données d'entrée qui viennent, je dirais, alimenter le projet. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est un projet partenarial, donc je crois que c'est important effectivement qu'on progresse ensemble. Et donc si on veut continuer à pouvoir converger, Madame Karadec, si on veut se marier, comment vous faites? C'est ça, elle fait des mariages. Donc ça, c'est pas un souci. Juste le mot de la conclusion, peut-être? Oui, peut-être. Alors, peut-être quand même une ou deux questions. Moi, je vous ai écouté avec intérêt. Effectivement, vous êtes des constructeurs de cathédrales modernes. Il y a quand même une question que l'homme de la rue se pose, c'est ce pari qui est un pari quand même éminemment risqué. C'est-à-dire que vous construisez un outil qui en plus est un bout de ville, qui doit être en porosité complètement. J'imaginais, Mme Karadec, est-ce que vous imaginez que dans 20 ou 30 ans, les touristes viendront visiter cette gare comme ils viennent visiter le Mucem ou comme ils se baladent sur le Vieux-Port ou sur les terrasses du port, parce que c'est une espèce d'objet monde comme ça qui va venir. Puis en même temps, vous anticipez des usages sans connaître effectivement les flux. Vous dites que les flux vont se multiplier par deux. Et je pensais en vous écoutant, je lisais un article récemment sur la téléportation. Bon, qui sait si dans 40 ans les gens vont pas se téléporter? Non, je plaisante, hein, c'est une boutade. Mais ça veut dire que finalement vous imaginez un outil qui va être en osmose avec des usages complètement peut-être différents, mais qui sera toujours là. Ceci dit, finalement vos grands prédécesseurs au 19e siècle, ils ont créé des outils.
qui existent encore aujourd'hui, finalement qui ont beaucoup évolué, qui ont été là aussi pris par les usages, mais qui existent toujours à la gare Saint-Charles. Il y a un certain nombre d'objets qui restent encore. Ça veut dire, je suppose que c'est pour un politique un peu un rêve. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de construire vraiment la ville de demain, Madame Karadec. Mais exactement, et je pense qu'au fil du temps, parce que le temps de l'aménagement est un temps long, il faut tous les jours se poser les bonnes questions, ne pas hésiter à remettre un peu le travail sur l'ouvrage et se dire comment on peut faire pour coller au temps et surtout anticiper sur les innovations à venir. Parce que tout ça évolue très très vite et on ne peut pas dire qu'un projet réfléchi il y a 10 ans est aujourd'hui encore bon. Donc voilà, il faut arriver à faire en sorte que ce temps long de l'aménagement permette aussi de se reposer les bonnes questions. Et je crois que c'est là tout l'enjeu, peut-être les difficultés, mais aussi c'est très passionnant. Le charme, voilà, c'est ça. Exactement. Et l'objectif dans un projet pareil est d'arriver à fédérer les énergies, les institutionnels qui travaillent ensemble, que tout le monde se parle, que mes collègues élus soient autour de la table. Et sincèrement, sur ce projet-là, c'est la première fois que je vois autant d'élus impliqués, autant d'élus assidus à toutes les réunions de travail, à toutes les réunions publiques, chacun dans cette délégation, en se disant l'enjeu il est phénoménal et il faut qu'on y arrive. Est-ce que c'est pas et Jean-Pierre Cérus, qui est, vous l'avez bien compris, de la Roque d'Enterron, va devenir habitant de la Belle de Mai, je pense, tellement il s'implique pour faire en sorte que la carence en transport en commun de ce secteur-là puisse être comblée. On y travaille ensemble et voilà. Et c'est comme ça qu'on avance. Ouais. Alors, est-ce que finalement de la réussite de ce projet, alors effectivement à long terme, c'est la réussite de la métropole qui se joue là. C'est-à-dire que si on réussit ce projet, Marseille en 2000... On est sur la gare métropolitaine, sur la gare régionale, on est sur un rayonnement même national. Voire international. Et l'enjeu de ce territoire, bien sûr qu'il est métropolitain, mais même au-delà. Ouais, bien sûr. Je veux dire, l'axe Paris, Marseille, Italie, il est essentiel. Et voilà, aujourd'hui, on est obligé de réussir là-dessus en matière d'attractivité du territoire, en matière de qualité de vie, parce qu'on s'aperçoit dans toutes les études que si on veut être attractif, c'est pas que l'économie ou l'emploi qui rend attractif un territoire, c'est sa qualité de vie. De vie, bien sûr. Superbe. Applaudissements pour nos trois... Et aussi pour SNCF Réseau qui a organisé cette journée. Mais on a encore le temps des commentaires, des réactions, des questions. Moi, j'en avais une absolument iconoclaste. Est-ce qu'il faut, Madame Karadec, acheter rapidement dans le secteur de la gare parce que ça va monter? On peut faire un peu de spéculation immobilière, ça va marcher là, hein, je pense. Allez-y. L'anticipation, elle est essentielle. Oui, et pour les investisseurs aussi. Absolument. Exactement. Oui, j'avais une question qui s'adresse à vous, mais peut-être aussi à ceux qui intervenaient avant, sur le modèle économique d'une gare et de cette gare en particulier. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la façon dont on finance des projets pareils, comment sont mobilisés les touchés à quel, les recettes commerciales, etc. Et puis, deuxième type de question qui est liée, c'est sur les maîtrises d'ouvrage. Comment vous vous répartissez et comment vous vous organisez. On parlait tout à l'heure de l'opérateur historique SNCF, encore légitime pour être maître d'ouvrage de ce type de projet. Mais est-ce qu'il y a des questions qui se posent sur l'évolution de la maîtrise d'ouvrage quand on parle Alors, d'abord le modèle économique et puis après la maîtrise d'ouvrage. Oui. Bon, grosso modo, c'est nous tous ici qui payons. Ouais, c'est les impôts. Plus après l'usager. Il y avait les investissements. Il y a deux modèles économiques. Il y a le modèle économique lié au transport du quotidien, puisque là, c'est un service subventionné, donc avec une autorité organisée de transport, conseil régional. Le modèle économique sur le réseau grande ligne est différent. Effectivement, dans les deux cas, au niveau des gares, il y a des touchés de quais, en fait. Mais tout ça est absolument transparent, parfaitement contrôlé. Effectivement. Il y avait une partie des investissements d'avenir qui devait se focaliser sur la gare Saint-Charles. C'est toujours vrai. C'est 25 milliards, c'est ça à peu près? C'est chiffre de journaliste ou... C'est un chiffre de journaliste. D'accord. C'est combien en réalité? On ne sait pas. Voilà. C'est encore. Ça, c'est un chiffre d'ingénieur. Par contre, peut-être sur la question sur les maîtrises d'ouvrage.
effectivement, les gares, l'infrastructure en plus souterraine, les gares sont plutôt actuellement données en étude, en maîtrise d'ouvrage SNCF Réseau. Donc c'est effectivement le groupe SNCF, mais pour la partie, je dirais, réseau, puisque les gares font partie du réseau. Après, sur les autres données programmatiques, là, c'est lié au montage d'opérations. Et puis, bien sûr, il y a des secteurs qui sont à part entière sous maîtrise d'ouvrage, ville et territoire. Là, souvent, dans ces questions-là, quand il y a des... je sais que dans les milieux économiques, ce qu'on entend beaucoup sur ces grands projets, ces grands travaux, c'est ouais, c'est les majors qui vont tout rafler, c'est les grands groupes, et puis les PME locales, ils auront rien ou ils auront des miettes. Vrai, faux ou... Non, c'est un peu faux. Alors, bien sûr, après, il y a des savoir sujets de technicité. Vous savez que nos marchés incluent le recours au travail des entreprises locales. D'accord. Parce que Ça, M. Estrosi et maintenant M. Muselier nous disent qu'il pourrait y avoir une forme de préférence, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, locale pour essayer dans des grands travaux, essayer. D'offres européens, c'est pas très légal. Par contre, bon, ce sont des majors et rien de choquant. Les majors, elles sont quasiment Bien sûr. toutes françaises. Donc déjà, moi, Elles ont des ça sous-traitants, fait marcher oui, l'économie c'est française, ça me va bien. Deuxièmement, elles font travailler des entreprises locales. Voilà, donc c'est pas une question qui où doit... elles ont des délégations régionales, des sièges régionaux implantés localement, avec des salariés qui contribuent à l'économie ici, locale. local. Ouais. Donc je crois qu'il ne faut Faux pas problème. non plus Ouais. se focaliser là-dessus. Juste pour vous donner quelques chiffres de Zurich, de la gare souterraine. Donc c'est rien que pour comprendre ce qu'il faut imaginer, non pas comme investissement, mais qu'est-ce qu'il faut réfléchir avec l'investissement. Donc la gare souterraine de Zurich, elle a coûté environ, avec les voies d'accès de partout, environ 2 milliards. Oui, 2 milliards de francs suisses. De francs suisses. Bon, Voilà, actuellement, c'est pareil à l'euro, malheureusement. Voilà. Donc la Confédération qui paye ces infrastructures, normalement, elle n'était pas prête à payer. Elle disait, je peux probablement le payer en 2030. Donc le canton, l'équivalent à la région, le canton de Zurich, il a dit, voyons, on ne peut pas attendre 2030, on en a besoin aujourd'hui, puisque, disons, dans la balance économique et environnementale, et y compris sociale pour le canton de Zurich, c'est essentiel qu'on ait cette gare au plus vite possible, donc le canton a mis l'argent. Le canton a dit, je préfinance, après, si la Confédération me rembourse dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, ça m'est égal. Puisque moi, entre-temps, avec l'investissement, je me fais rembourser avec le boost économique que je peux avoir dans la région. Ça me paye 1000 fois plus que ce que j'ai investi. Donc cette logique de dire on a besoin de l'investissement aujourd'hui et non pas demain, donc on s'y met, on met l'argent d'une manière ou d'une autre, ça revient. Je pense que c'est assez évident. Après, ce n'est pas seulement une balance économique, ce n'est pas que des recettes qu'on produit, mais c'est aussi un effet environnemental qu'on mesure difficilement, l'effet sociétal que j'ai mentionné, qu'on mesure difficilement en argent, mais qui sont tout aussi intéressants. Et un dernier truc, et ça revient à la question de le niveau d'ambition qu'on affiche aujourd'hui. On a une des gares secondaires dans la ville de Zurich. On en a à peu près 10 qui sont chacune entre 60 000 et 100 000 passagers par jour aujourd'hui avec le RER de Zurich. Et donc en 1990, on en a construit une nouvelle pour, je ne sais plus combien c'était 500 millions, un truc comme ça, avec 3 voies. À l'époque, on pensait 3 voies, ça va suffire pour un bon moment. Donc on a investi 500 millions. Aujourd'hui, on constate que les 3 voies, c'est plus que saturé, ça ne marche plus, on a besoin d'une 4e. Ok, la 4e, on la met. Aujourd'hui, la 4e seule coûte 800 millions. Alors que si en 1990, on aurait construit la 4e, on aurait investi 50 millions. Et l'inflation en Suisse, elle n'est pas telle que 50 à l'époque correspondent à 800 d'aujourd'hui. Donc, c'est pour comprendre si on investit aujourd'hui, faisons-le bien, avec une perspective qui va bien au-delà de ce qu'on est capable d'imaginer, puisque la mobilité, elle va croître plus rapidement que ce qu'on imagine dans une métropole comme Marseille, comme dans une métropole comme Zurich.
Et donc, faisons le bien, donnons-nous les moyens pour le faire bien, ensemble. Et puis après, on se fera rembourser ça 1000 fois. Ça, c'est certain. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements pour ces visionnaires. Bien, je crois qu'on a fait à peu près... on arrive au... Ah, monsieur, merci. Ça sera la dernière. On a beaucoup parlé de la mobilité des personnes depuis ce matin. On a peu évoqué celle des marchandises. Pourtant, ça va avec pour énerver une métropole comme celle de Marseille. Est-ce que c'est une dimension qui est prise en compte dans les grands projets, et notamment celui-ci ? Non, celui-ci, c'est un programme de transport voyageurs. Donc, il y a d'autres programmes, d'autres investissements sur la région qui traitent effectivement la mobilité des marchandises. Mais c'est autre chose. Ici, on concentre... Sur le voyageur, pas sur le fret. Et encore une fois, on fera une autre journée de séminaire. Voilà. Parce qu'il y a des vrais sujets. Oui. La gare de Canet, on peut y aller Mourpiane. Voilà, c'est d'autres batailles. Mais il faut plus de 5 minutes. Merci. Écoutez, Madame Karadec, merci. Messieurs les élus, messieurs et mesdames les élus. Et puis à SNCF Réseau d'avoir organisé cette journée passionnante. Merci à vous et à très bientôt pour un autre rendez-vous.